Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place hier après-midi au cours d'une séance plénière. C'est un bureau de 18 membres, dont 3 femmes. Brahma Traoré, compte rendu. Le bureau de l'Assemblée nationale est désormais au complet. Après l'élection du président de l'institution Issaka Sidibé le 22 janvier dernier, les autres membres de l'instance dirigeante sont connus. La première vice-présidence revient à Amadou Tunkara du groupe parlementaire RPM. Amadou Cham de l'APM occupe la deuxième vice-présidence. Quant à la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale, elle est confiée à Amadou Sissé du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique de l'opposition. Ahmada Soukouna de l'ADEMA PSJ et Aïcha Belko Maïga du RPM sont élus respectivement au poste de la 4e et 5e vice-présidence de l'Assemblée nationale. Concernant les postes de la 6e vice-présidence, il revient à Bajan Ag Hamatou du RPM. Les 2 dernières vice-présidences, à savoir la 7e et la 8e, sont respectivement occupées par Guidjouma Sanogo du groupe Far Sadi et Hadi Nyangadou de l'APM. Quant au poste du premier questeur de l'Assemblée nationale, il revient à Maurou Djarasouba du groupe parlementaire RPM et Belkoba de l'APM est élu deuxième questeur. À ce bureau s'ajoutent 8 secrétaires parlementaires, dont 5 du RPM, 1 de VRD, 1 de l'ADEMA PSJ et 1 de l'APM. C'est à l'issue d'un vote à bulletin secret que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place. 133 députés ont voté pour, 10 contre une abstention. Sécurité, la police nationale renforce la sécurité dans la capitale malienne, notamment au niveau des descentes des 3 ponts. Pour cela, elle procède tous les soirs au contrôle des documents et à la fouille minutieuse des véhicules. L'opération vise à sécuriser davantage les personnes et leurs biens. Pour mener à bien cette mission, la police sollicite l'indulgence des populations. Brahima Traoré, compte rendu. Soirée ordinaire à Bamako, il est presque minuit. Nous sommes à la descente du pont Fad. Quelques éléments de la police nationale s'apprêtent ici à renforcer la sécurité. Et cela commence tout d'abord par des consignes. Pas de violence. Vous faites arrêter les usagers dans la plus grande discipline. Vous contrôlez les pièces d'identité et les permis de conduire. Et vous fouillez minutieusement les coffres des véhicules. Avez-vous reçu? Ok. C'est donc parti pour une opération de contrôle maximum. Un agent fait descendre la barrière. Non loin de là, un autre, muni de son sifflet, prévient les usagers de la circulation. Pour plus de sécurité, le dispositif est discrètement renforcé par des éléments en armes, positionnés parfois à des endroits stratégiques. Dans la courtoisie, les policiers procèdent au contrôle des documents et à une fouille systématique et minutieuse de tous les véhicules. Le travail consiste surtout à chercher tout objet suspect. Le but de tout ça, c'est d'empêcher la commission de tout acte terroriste à Bamako. Cette opération se déroule quasiment tous les soirs au niveau des 3 ponts de la capitale malienne. Elle mobilise les 15 commissariats du district de Bamako. L'initiative est différemment appréciée par les usagers de la circulation. Je pense que c'est tout à fait normal parce que c'est pour la sécurité de la population qu'ils le font. Ça, c'est de la merde. Il ne peut pas quand même vérifier tous les véhicules de Bamako. Ce n'est pas aussi sur le pont qu'on peut faire ça. Il faut que les gens soient indulgents. Ceux qui font là, ils font ça pour nous. Qu'ils se disent que c'est pour leur propre sécurité qu'on le fait et qu'ils ont intérêt à s'y plier. Les messages que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est que toutes ces opérations sont faites pour les rassurer davantage, assurer leur sécurité et puis assurer la sécurité de leurs biens également. Une campagne d'information semble nécessaire pour sensibiliser davantage les populations. En attendant, les personnes mal intentionnées sont averties. Conférence de presse du ministre des Mines, Boubou Sissé, en donnant ce point de presse, a voulu partager avec la presse le fruit de la participation malienne au forum d'Indaba. Le ministre vient en effet de prendre part à ce forum où il a vendu aux investisseurs l'important potentiel minier du Mali. La crise est derrière nous et les conditions d'investissement au Mali sont largement attractives. Les opportunités dans le domaine minier sont nombreuses et diverses, telle est la substance du message de la délégation malienne au Forum des investisseurs miniers d'Indaba. Tenu du 3 au 6 février dernier à Cape Town, en Afrique du Sud, le forum a enregistré un fort intérêt
pour le Mali. On s'est appesanti sur le processus de normalisation qui était en cours, quand on a insisté sur le fait que la crise est à peu près quasiment derrière nous, même s'il y a encore quelques poches de sécurité, quelques problèmes d'insécurité dans le nord que nous essayons de régler à travers un dialogue inclusif. Mais la crise est derrière nous. Le pays, on est dans un processus de normalisation où les institutions se sont mises en place progressivement. Un président de la République a été élu avec un score record. Un gouvernement qui a été mis en place, une assemblée qui est en train de se mettre en place. Le ministre des Mines a également étalé les ambitions de son département. 3 axes majeurs sous-tendent la politique minière de notre pays. Il s'agit de l'axe de la diversification, celui de l'intégration et enfin la maximisation des recettes minières. On a un secteur minier qui jusqu'à présent a évolué de façon isolée par rapport à notre économie. Il était extrêmement important que l'on intègre les mines à notre économie pour que l'on en tire le maximum de profit. Je dis isolé, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ce qui était important pour nous, et sans doute le contexte le justifiait, c'était de maximiser au maximum les recettes que l'on pouvait tirer de l'exploitation minière, les recettes fiscales. Et donc, cet objectif-là a fait en sorte qu'on a développé, le secteur s'est développé comme dans une économie d'enclave. C'est-à-dire que complètement isolé, complètement pas du tout intégré à notre économie. Aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est aller vers une plus grande intégration. Parce qu'on pense que c'est par cette intégration qu'on peut créer plus de valeur et que c'est par cette intégration, tout en créant de la valeur, qu'on pourra créer plus d'emplois. D'autres sujets non moins importants ont figuré au nombre des préoccupations des confrères. Il s'agit de l'orpaillage qui occuperait environ 500 000 de nos compatriotes, du pétrole dont les indices restent très promoteurs ou encore des autres substances minérales réparties sur tout le territoire national. Toujours par rapport aux mines, 300 travailleurs licenciés, 600 autres en voie de l'être. Cela se passe en première région. Il s'agit des travailleurs des mines. Face à la dégradation des relations employés-employeurs, les travailleurs des mines de Sadiola, Yatela et Gunkoto Ilulo ont organisé hier mercredi une marche pacifique. Un reportage de Kansutu Kanouti. Organisée par la division Sinacom de Caille, cette marche de protestation s'est déroulée dans un climat pacifique. Ils sont sortis nombreux. Ce sont les travailleurs des mines de Sayola, Gungoto, Lulo et Yatela, les comités affiliés à l'INTM de Caille et les populations pour manifester leur mécontentement. Plus de 300 travailleurs déjà licenciés par MS, sous-traitants à Yatela SA, et plus de 100 à Moulman, sous-traitants de Semos SA à Sayola, n'ont pas pu bénéficier de plans social de fermeture par le groupe Anglo Gold, alors que les licenciements intervenus s'inscrivaient dans le cadre de fermeture de la mine de Yatela SA et Semos SA. Nous ne disons pas que nous sommes contre les licenciements massifs, mais nous voulons être accompagnés, nous voulons qu'on ait un plan social pour l'accompagnement, la réinsertion des travailleurs licenciés. Fidèle à notre devise, unité, solidarité, action, pour dire que nous sommes un syndicat qui doit aller dans une solidarité pour agir. Cette marche a démarré devant la Bourse du Travail avec une escale à la tribune pour s'achever au gouvernorat par la remise d'un mémorandum au conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur. Moussa Ali Maïga a aussitôt prodigué des conseils aux travailleurs en les invitant à toujours suivre la voie du dialogue. Les autorités de la région les soutiendront suivant les tests de licenciement. Appui en kit d'assainissement et de transformation de pâtes alimentaires, ainsi que des kits de tresse à 5 associations féminines de Gao. Cette action du Conseil danois pour les réfugiés s'inscrit dans le cadre de la réponse multisectorielle aux besoins de protection et au renforcement des capacités économiques des personnes affectées par la crise. Un reportage de Drissa Koni.
En recevant ces lots de matériel d'assainissement comprenant des brouettes, des charrettes, des pelles, des râteaux, les associations Gorée Sinafa, Roche d'Ar, Dori Garey, Bani Zumbu sont enfin récompensées de leur action citoyenne en faveur de la cité des Askia, ont souligné des intervenants. La 5e association bénéficiaire dénommée Daoula a été dotée de matériel de transformation de pâtes alimentaires, des kits de tresse, des machines à coudre, des armoires entre autres. Ça nous aide très bien. On va travailler avec notre matériel très bien aussi. Cette action du Conseil danois pour les réfugiés et ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la réponse multisectorielle aux besoins de protection et au renforcement des capacités économiques des personnes affectées par la crise. Aux populations de Gao, bénéficiaires de ces différentes activités, nous demandons d'adopter des comportements citoyens en fait de respect de l'environnement et également de protéger les populations vulnérables. Le Conseil danois des réfugiés est l'un des premiers ONG à s'investir dans l'assainissement de la ville de Gao à travers la réduction de l'impact des déchets sur l'environnement et le renforcement de la résilience des hommes et des femmes affectés par le conflit en favorisant la création d'opportunités d'emploi et d'espaces verts dans la commune de Gao. Cet appui du Conseil danois pour les réfugiés a bénéficié de l'accompagnement financier du Bureau international du travail BIT et du Bureau humanitaire de la Commission européenne. Ce dernier interviendra dans le renforcement des capacités économiques des groupements de femmes de Gao. En 5e région, Kamikoro, dans la commune rurale de Bondo, est le premier village ayant atteint le statut de village assaini, organisé par l'ONG ARAFD, Recherche, Action, Femmes et Développement. La cérémonie a regroupé mardi dernier les autorités administratives et politiques du cercle de Koro et les partenaires techniques et financiers. Un reportage de Mohamed Ibrahim Touré. L'ONG ARAFD et ses partenaires sont engagés dans le nombreux combats d'accompagner les communautés rurales à abandonner la pratique de défécation à l'air libre. Dans la commune rurale de Bondo, cercle de Koro, Kamikoro est le premier village ayant atteint le statut fédéral. Sur les 12 villages déclenchés en 2013 par ARAFD dans la commune rurale de Bondo, c'est le village de Kamikoro qui arrive premier de la course. Cet effort mérite d'être salué et soutenu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons à soutenir le projet comme processus de lutte contre la pauvreté. Les résultats auxquels nous sommes parvenus dans le village de Kamikoro, au terme de l'évaluation finale, ont été à hauteur des souhaits grâce à l'engagement constant des populations aux côtés de nos animateurs. Pour les autorités locales, cette bonne initiative de l'ONG contribue à réduire les dépenses liées à la santé de la famille et appelle les villageois à ne pas baisser les bras. Je dirais tout simplement aux populations de continuer sur cette lancée. La solidarité qui a prévalu pour que le village soit certifié aujourd'hui, j'exhorte à se l'approprier. Les témoignages sur l'importance de l'ATPC, les signatures et remises de certificats et l'inauguration du panneau fédéral ont mis fin à la cérémonie. Nous vous proposons à présent un résumé de l'actualité internationale avec pour commencer les négociations de Genève sur le processus de paix en Syrie. Pas d'avancée précise dans les négociations de paix sur la Syrie qui se poursuivent mercredi avec les délégations de l'opposition et du gouvernement syrien sous l'égide du médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, qui doit rendre son rapport la semaine prochaine. C'est actuellement l'impasse. Les deux délégations refusent de s'entendre sur un agenda de discussion. Les rencontres du début de la semaine ont été très laborieuses et le processus de paix ne décolle pas vraiment. Il aura fallu 6 mois pour arriver à faire sortir quelques centaines de personnes de Homs, ville assiégée depuis 2012. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. Des Yéménites ont manifesté massivement mardi à Sanaa pour exprimer leur soutien à la transition politique à l'occasion du 3e anniversaire du mouvement de contestation. Les milliers de protestataires ont défilé et scandé des slogans favorables à la transition tout en critiquant la corruption et soutenant les autorités de leur décision de transformer le Yémen en un État fédéral de 6 provinces. Le découpage des provinces est inclus dans la nouvelle constitution soumise à un référendum d'ici un an. D'autres manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes du pays.
Manifestation devant l'ambassade du Japon à Manille avec 8 survivantes dénommées femmes de confort, dont la plupart sont octogénaires, contraintes à l'esclavage sexuel par les troupes japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes réclament au gouvernement japonais des compensations, mais surtout de reconnaître et d'admettre sa responsabilité historique dans les atrocités commises par le Japon. Cette campagne s'achèvera aux Philippines le 14 février par une immense manifestation qui mettra en évidence les questions d'injustice envers les femmes dans tout le pays. Le constructeur automobile japonais Toyota a rappelé mercredi 1 900 000 véhicules hybrides Prius après la découverte d'un problème avec le logiciel utilisé pour contrôler le convertisseur de puissance. Le moteur a tendance à s'arrêter, ce qui représente une menace pour les conducteurs. Bien qu'aucun accident n'ait été signalé jusqu'ici, le constructeur a préféré demander à ses clients le retour des véhicules chez les concessionnaires. Symbole écologique, la Prius est la première voiture hybride grand public. L'an dernier, des milliers de véhicules Toyota avaient connu d'autres problèmes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h à 20h avec Nyanya Aliou Traoré. Bonne suite des programmes de l'ORTF.